Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 30 décembre 2019, la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. En revanche, celle-ci est déjà controversée. En son article 139 qui, aux yeux de certains députés, cherche à promouvoir l'homosexualité, l'invité du lundi, le pénaliste maître Aboubakri Barrow, avocat à la Cour. Ne dites plus SDE, mais plutôt SEN'EAU. La nouvelle société et les autorités sénégalaises ont signé le contrat d'affermage du contrat public de l'eau, la gestion précisément en zone urbaine et périurbaine. La sommation du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, qui exige du gouvernement des mesures d'accompagnement à l'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Des mesures dans les plus brefs délais, au risque de vivre une année universitaire dans le trouble. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. La loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, votée cet après-midi à l'Assemblée nationale ce 30 décembre 2019. Notez cependant une dénonciation de l'article 139, article qui, selon certains députés, chercherait à promouvoir l'homosexualité. Les femmes l'attendaient impatiemment. Elle est enfin effective. La loi criminalisant le viol et la pédophilie a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité est brandie par cette modification de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Une première étape pour ce député qui propose un haut conseil de concertation sur la problématique pour une solution pérenne. Une loi est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Osons engager une conversation nationale. Osons regarder la bête immonde dans les yeux. Osons changer de comportement. Osons nous parler. Osons en parler. Je prie du reste pour que le dialogue national, dans son volet sociétal, nous offre une tribune sans précédent pour faire face à nos démons. Pour cette dame, il faut surtout insister sur les accusations qui doivent être sans équivoque avant de condamner qui que ce soit. Attention aux erreurs judiciaires, parce que notre justice n'est pas mature. Ce que je suis en train de dire, vous le savez mieux que moi. Je pense qu'il fallait définir des préalables avant de penser à voter une loi comme celle-ci. Je pense qu'on doit tout faire pour avoir des médecins qualifiés en la matière. Ils sont formés tout simplement pour ça. Un problème en appelle un autre. Certains députés, à l'image de Cheikh Mbacké Bara Dolly, pensent que la modification de ce présent projet de loi vise par ailleurs à promouvoir l'homosexualité dans le pays avec l'article 319 qui a fait débat dans l'hémicycle. Il y a une chose qu'on doit tirer au clair, je ne le dirai jamais assez. L'article 319 a prévu quelque chose en rapport avec les homosexuels. Que les homosexuels sont condamnés de 1 à 5 ans. Et lorsque nous avons reçu le rapport, ils l'ont par la suite mis dans les tiroirs. Quoi qu'il en soit, d'autres parlementaires pensent que cette loi est juste louable. Et c'est dans cette veine qu'ils ont incité les victimes à dénoncer leurs agresseurs pour qu'ensuite la loi soit dite. Je voudrais également inviter les populations sénégalaises à la culture de la dénonciation. Il est important, c'est vrai, de voter une loi que des femmes ont portée, que des parlementaires ont portée, mais il est essentiel également que les populations puissent dénoncer. Un jour historique pour ces femmes, toutes ou presque habillées en blanc, une couleur qui représente pour elles la détermination. Une détermination qui les pousse à interpeller le ministre de la Justice sur l'application de la loi dans toute sa rigueur. Mesdames, Messieurs, c'est officiel, le contrat d'affermage du service public de l'eau est signé. La nouvelle société Suez peut démarrer ses activités. SEN'EAU est la nouvelle dénomination de la société qui remplace la sénégalaise des eaux, la SDE. Elle sera chargée de la gestion de l'eau en zone urbaine et périurbaine. Moussa Fall et Aline Gueye nous en parlent. C'est désormais officiel. La nouvelle société Suez peut démarrer ses activités.
Sen'Eau est la nouvelle appellation pour la gestion de l'eau en zone urbaine et périurbaine. La nouvelle société est prête à assurer une bonne distribution de l'eau potable au Sénégal. Le secteur de l'eau est voué à rayonner dans toute la sous-région et Suez est heureux et fier de pouvoir vous accompagner pour relever tous ces défis. Notre longue expertise internationale dans la production et la distribution de l'eau potable, l'accès à l'eau en quantité et en qualité est en effet au cœur des enjeux du pays et une priorité du plan Sénégal émergent lancé par le président Macky Sall. L'État du Sénégal se félicite de l'arrivée de Sen'Eau et pense que toutes les normes ont été respectées. Suez Group, le partenaire technique de référence qui a été sélectionné, a ainsi satisfait aux exigences du dossier d'appel d'offres et une étape de mise au point du contrat a été conduite de manière objective entre nos équipes. Cette étape a permis de sauvegarder au maximum les intérêts de l'État, de la partie sénégalaise, tout en offrant aux partenaires un cadre opérationnel et financier optimal. Selon le ministre, il n'y aura pas de hausse du prix de l'eau au mois de janvier. Je voudrais que nos compatriotes soient rassurés. Le prix de l'eau à l'usager ne connaîtra pas de hausse le 1er janvier 2020. En lieu et place, c'est une meilleure qualité du service qui nous engage tous. SDE est parti, Sen'Eau arrive. Une renaissance dans le secteur de l'hydraulique au Sénégal. La Sénégalaise des eaux, justement, en nous trouble depuis octobre 2019. Situation consécutive à l'attribution provisoire à Suez de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et périurbaine. Après donc un long feuilleton judiciaire, le syndicat des travailleurs de la Sénégalaise des eaux entre dans la danse pour demander une part de 15% dans la répartition précisément du capital de la société, ce qui va, vous le rappelez, entraîner une grève avec son lot de conséquences sur la fourniture en eau dans la capitale sénégalaise. Un décret réquisitionnant le personnel a dû justement intervenir pour décanter quelque peu cette situation. Un coup d'œil dans le rétroviseur avec Amagor Robert Nyang. Tout commence le mardi 23 octobre 2018, date de l'attribution provisoire à Suez de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et périurbaine. Estimant que cette décision du gouvernement du Sénégal n'est pas juste, la SDE et Veolia déposent un recours gracieux conformément à l'article 87 du décret numéro 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Un recours qui sera par la suite rejeté, la SDE ne lâche rien et introduit un recours contentieux à l'ARMP le 5 novembre 2018, ce qui va conduire à la suspension de la procédure d'attribution du marché le 7 novembre. Le régulateur demande au ministère la transmission des éléments nécessaires à l'instruction du dossier, chose faite par une seconde décision en date du 13 février 2019. L'ARMP annule l'attribution provisoire du marché à Suez Group et ordonne la reprise de l'évaluation par l'autorité afférente. À la suite de la reprise de l'évaluation, le ministère de l'Hydraulique attribue à nouveau provisoirement le 15 avril 2019 le marché à Suez Group, estimant toujours que cette décision lui n'était pas équitable. La requérante a formé un nouveau recours gracieux en date du 23 avril 2019, recours encore rejeté par courrier de l'autorité afférente. Dans un communiqué, elle réaffirme que l'appel d'offres prévoyait très clairement qu'après la qualification technique des candidats, le choix du vainqueur devait se porter sur le moins disant. La SDE rappelle qu'elle a proposé le prix exploitant le plus bas, 286,9 francs CFA le mètre cube d'eau.
suivi de Suez 298,5 francs CFA et de Veolia 366,3 francs CFA. Déterminée à user toutes les voies de recours légales pour obtenir son annulation, la SDE pose le dossier sur la table de la Cour suprême. Celle-ci rejette le recours de la Sénégalaise des eaux et ordonne la poursuite de la procédure d'attribution provisoire du contrat de concession de l'eau au Sénégal à la compagnie française Suez. L'autorité contractante devrait par conséquent clôturer le contrat en cours avant de préparer le nouveau. Malgré tout, la Sénégalaise des eaux ne semble pas abandonner la bataille. Son avocat annonce qu'ils vont attaquer la décision de la Cour suprême en déposant un rabat d'arrêt, ce qui n'arrête pas les travailleurs de la filiale d'Eranov. Après cette longue bataille juridique, le syndicat des travailleurs de la Sénégalaise des eaux ouvre ses vannes des réclamations qui déclenchent une grève le 2 décembre, une grève qui prive la capitale sénégalaise du liquide précieux. Les 1200 salariés demandent une part de 15% au lieu de 10%. Après 4 jours de grève, le président de la République signe le 6 décembre un décret pour réquisitionner le personnel de la Sénégalaise des eaux. Réduire le coût de sa facture d'électricité, eh bien, tout le monde est sans doute preneur. Eh bien, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie mène le combat. La sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques en sera le fer de lance. Moussa Fall et Tidiane Cissé. C'est un projet d'énergie qui présente différents aspects visant la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le but est de pousser les populations à réduire leurs factures d'électricité. Nous pouvons diminuer les consommations finales en énergie d'environ 30, 40, voire même 50%. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très, très intéressant si nous arrivons à faire économiser déjà l'énergie. Comme je le dis, ça va permettre déjà aux ménages de se soulager, mais ça va permettre aussi à l'État du Sénégal, qui jusque-là subventionne l'énergie, quand même de pouvoir respirer et de rendre plus opérationnelle notre société nationale d'électricité. Pour arriver à ce résultat, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie compte sur la sensibilisation. Elle va créer des espaces d'accueil pour appuyer, conseiller et orienter les populations. Notre seul souci, c'est de rendre opérationnels très rapidement ces mesures, ces points d'information-là, et pour permettre aujourd'hui aux ménages, aux services, aux industries de bénéficier des conseils d'économie d'énergie et de maîtrise de l'énergie pour réduire considérablement leur consommation en énergie. Notre objectif, c'est d'aller dans tout le Sénégal. Ce programme intervient dans un contexte où les Sénégalais sont confrontés à une augmentation du coût de l'électricité, ce qui a poussé des populations à descendre dans la rue. Nous sommes dans un contexte quand même mondial où les hausses et les baisses de prix, quand même, on ne peut pas l'enlever. C'est tout à fait normal, je l'ai toujours dit. Si vous savez qu'aujourd'hui, presque 70% de notre électricité est produite à base d'énergie fossile, qui sont quand même importées jusque-là. Donc, nous ne pouvons pas maîtriser le coût de ces importations-là. Le coût de l'électricité ne devait pas augmenter. On devait même tendre à la baisse, parce que la baisse a été annoncée. On nous a parlé plusieurs mois durant de la bonne santé de la Sénélec. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie est le bras énergétique de l'État du Sénégal. Elle est installée à Dakar, mais à travers ce projet, c'est toutes les régions du Sénégal qui sont concernées. Sauvegarder le capital semencier de l'arachide au Sénégal. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, et les opérateurs stockeurs semenciers de la zone sud se donnent la main. Le plan est en branle. Seul hic, le financement et les notifications pour les opérateurs qui tardent à voir le jour. Seydou Diatta. Jamais l'arachide n'a fait objet d'autant de convoitises. Et faute de pouvoir contrôler le marché, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural ainsi que les opérateurs stockeurs semenciers accordent leur violon et passent au plan B. Autrement dit, tout mettre en œuvre pour préserver le capital semencier. Les nouvelles orientations ont fait objet de rencontres de partage à Kolda. Nous avons fait un mois de campagne
Ce qu'on remarque, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que les producteurs sont contents parce que l'arachide, c'est un peu comme de l'or cette année ici au Sénégal. Mais j'ai toujours dit aussi que le deuxième paramètre, c'est qu'il faut qu'on arrive à sécuriser notre capital semencier. Donc les échanges ont tourné autour de cela, puisque ce sont les acteurs sud pour la reconstitution du capital semencier. Donc c'est ici qu'on a peut-être les meilleures graines. C'est pour cela que j'ai demandé à rencontrer les opérateurs, d'abord pour les écouter, pour voir quelles sont leurs difficultés pour avoir des graines. Ensuite, les sensibiliser pour qu'ils fassent les efforts qu'il faut pour qu'on puisse sauvegarder le capital semencier de l'arachide au Sénégal. On est certes au stade de la commercialisation, mais la prochaine campagne de distribution de semences en dépend. Il faut donc des notifications et des financements pour les opérateurs semenciers. À ce rythme caractérisé par une convoitise sans précédent autour de l'arachide, il suffit d'accuser un retard de plus et c'est fini pour nous. Il nous sera très difficile de mettre la main sur les graines. Aidez-nous à entrer en possession des financements et des notifications. Pas question que d'autres viennent servir de la semence à notre place. Nous méritons tous les mêmes traitements. Nous sommes aussi les citoyens de ce pays. Car on remarque qu'il y a d'autres qui s'activent dans la semence alors qu'ils n'en ont pas le droit. Un plaidoyer qui ne souffre d'aucune ambiguïté pour le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui promet de se donner les moyens d'être en phase avec les opérateurs. Je suis content de la rencontre puisque les opérateurs sont engagés. Ils sont engagés, malgré la cherté du prix, de tout faire pour pouvoir obtenir des semences. Ils ont demandé effectivement quelques diligences au niveau des banques. Nous allons travailler là-dessus. Ils ont demandé que les notifications pour le R1 et le R3 soient aussi faites au même titre que le R2. Nous allons y travailler. Donc globalement, c'était une rencontre qui me rassure. Je vois que les opérateurs du Sud sont mobilisés pour qu'on puisse obtenir des semences pour la campagne à venir. Une démarche synonyme de conjugaison des efforts qui va à coup sûr permettre d'éviter le manque de semences à la prochaine campagne. Le Sénégal qui a procédé ce matin au lancement des travaux du parc des technologies numériques à Diamniadio, un projet dont le coût est estimé à 40 milliards de francs CFA et financé par la Banque africaine de développement avec pour objectif de diversifier les sources de revenus, mais aussi appuyer les PME et start-up du secteur tout en essayant d'obtenir une souveraineté numérique, même si pour les acteurs, le chantier reste vaste. La volonté du chef de l'État de faire du Sénégal un hub numérique sort de l'étape de souhait en procédant ce lundi à la pose de la première pierre du futur parc des technologies numériques. Le Sénégal se lance dans la course vers la révolution numérique. Ce PTN, qui s'étalera sur une superficie de 25 hectares, va accueillir tous les services dont les acteurs du secteur ont besoin. Des espaces qui seront aménagés donc avec une connectivité et des services de cloud qui seront offerts. Il y a des bureaux équipés au sein de Tours qui sont présents, qui seront réalisés au sein du PTN. J'ai parlé tout à l'heure de service cloud. Cela veut dire qu'il y a également un data center de tier 3 qui sera certifié de tier 3 qui offrira ces services d'hébergement et qui résoudra peut-être en partie cette problématique de souveraineté des données. Financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, le parc se veut aussi un cadre propice de développement des PME et autres start-up du secteur. Un fort besoin d'avoir un réceptacle qui leur permette d'avoir non seulement des bureaux équipés, prêts à l'emploi, donc avec une connectivité d'excellente qualité, des services d'hébergement qu'offrira le data center, mais également un cadre agréable en fait, où ils pourront évoluer. Il y a également pour adresser l'innovation toujours un centre d'innovation qui est prévu où on pourra avoir des phases d'accélération, d'incubation pour des startups, tout ce que comporterait un parc IT. Des acteurs qui se réjouissent du lancement des travaux tout en restant conscients que le challenge est toujours énorme. C'est vrai que c'est un pas important, mais les plus gros challenges sont devant nous. Il faut effectivement mener les travaux à bien dans les délais. Également faire de ce parc de technologies numériques un succès, à savoir
que les entreprises du privé pour qui ce parc de technologie numérique est fait, ils trouvent leur compte, qu'ils en fassent leur parc de technologie numérique avec un modèle typiquement sénégalais. Même si le délai de 18 mois pour la finalisation des travaux semble peu probable, l'État du Sénégal compte fortement sur ce parc des technologies numériques pour diversifier ses sources de revenus et obtenir une souveraineté en termes de données personnelles. Et puis nous parlons éducation avec l'école Khayar Mbeng de Saint-Louis, fermée pour des raisons de sécurité. La vétusté de l'établissement qui préoccupe les anciens élèves, qui exige la réhabilitation des lieux inscrits au patrimoine de la vieille ville. Ale Thiam et Momar Ali Sniang nous en parlent. L'état de délabrement très avancé de l'école Khayar Mbeng inquiète ses anciens élèves qui ont décidé de hausser le ton pour réclamer la réhabilitation de ce site chargé d'histoire. Cette école, puis l'école des fils de chef, puis l'école des otages, est devenue avenue de Gaulle. Actuellement, c'est l'école Khayar Mbeng. Comme vous le constatez, l'école est en délabrement total, avancé. Une école qui avait 19 classes au temps de feu Ousmane Sow, présentement l'école ne compte que 4 classes, c'est extrêmement grave. Et compte tenu de la situation, l'insécurité de cette école, on s'est battu devant l'autorité administrative pour parler de la situation de l'école. Et la protection civile est venue ici et a constaté avec vive force que l'école ne peut plus tenir, les enfants ne sont plus en sécurité, raison pour laquelle on a délogé les enfants pour les amener à Soukaina Konaré. Et depuis octobre, l'école est fermée. Maintenant, rien n'est encore fait par l'autorité administrative. On s'est dit d'alerter l'autorité administrative, d'alerter l'autorité locale. Au-delà de Khayar Mbeng, d'autres établissements scolaires de Saint-Louis sont dans la même situation. Nous avons à Gendar 2 écoles qui sont effondrées. Et maintenant, les élèves, il y a quelques élèves qui quittent Gendar, qui marchent jusqu'à la pointe nord pour aller à l'école. Vous savez que là, c'est une situation difficile. Il y a 7 écoles en ce moment qui sont fermées à Saint-Louis pour cause de vétusté. Et ceci n'est pas normal, parce qu'il faut qu'on donne à nos jeunes une égale dignité, une chance donc, pour une éducation égale. Tout en espérant une réaction rapide des autorités, les anciens de l'école Khayar Mbeng continuent de mobiliser leurs troupes. Je vous en parlais en début d'édition de cette sommation du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, qui exige du gouvernement du Sénégal des mesures d'accompagnement, pour justement de meilleures conditions pour ces nouveaux bacheliers qui sont orientés dans les universités publiques. Babacar Ndiaye et Oumar Kane. La situation que nous vivons à Saint-Louis et qui nous fait encore un peu peur, c'est l'arrivée de nouveaux bacheliers avec les mesures d'accompagnement qui ont été promises et que nous ne voyons pas. Ils partagent tous la même crainte et exigent tous que le gouvernement prenne immédiatement des mesures pour régler cette situation qui risque d'hypothéquer l'année universitaire 2019-2020. De situer toutes les responsabilités à la suite des dysfonctionnements notés dans le processus d'orientation des bacheliers et de prendre toutes les mesures correctives pour un respect du décret 2016-1805 relatif à l'orientation des bacheliers. De mettre enfin en œuvre les mesures d'accompagnement demandées par les instances pédagogiques pour permettre l'accueil des nouveaux bacheliers. De mettre à la disposition, sans délai, les textes réglementaires sur la gouvernance des universités publiques ainsi que le décret sur la désignation des recteurs. De payer toutes les sommes dues au titre du Fonds de solidarité, étant donné que les enseignants-chercheurs s'acquittent déjà de leurs tâches sans contrepartie. Le SAES informe les parents d'étudiants et l'opinion publique nationale et internationale qu'il a, après plusieurs alertes, Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur demande un audit technique de la plateforme Campusen. Les enseignants du supérieur ont également dénoncé l'attitude du directeur général de l'enseignement supérieur avant de se plaindre de la situation sociale que traverse le pays. Le SAES rappelle qu'il a toujours réclamé l'audit technique de la plateforme d'orientation. Cette dernière, en plus d'être une boîte noire dont le fonctionnement
est d'une totale opacité. Viole depuis des années, avec la bénédiction du ministère de tutelle, le décret numéro 2016-1805 relatif à l'orientation des bacheliers. À ces manquements s'ajoute l'attitude cavalière du directeur général de l'enseignement supérieur qui continue de violer avec l'onction du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 sur les universités publiques. Depuis l'annonce du gouvernement d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques sénégalaises, le SAES a publié 3 communiqués pour dénoncer l'absence de mesures d'accompagnement. Cette conférence de presse du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. A tout l'air d'une dernière alerte. Repas de fin d'année bien mérité. La direction générale du groupe E-Media Invest a convié son personnel à un déjeuner ce lundi 30 décembre 2019. L'occasion de saluer les performances de l'équipe, mais performances déjà conjuguées au passé. Cap à présent sur les nouvelles perspectives 2020. Moussa Fall, Mafal Fall, Ndeye Mariam Gaye. C'est dans une ambiance festive que les dirigeants du groupe E-Media ont voulu faire plaisir à leurs agents. Entre buffet, bonne musique et rire, on pouvait facilement sentir la joie des uns et des autres. Une belle occasion saisie par Alassane Samba Diop et Antoine Diouf pour saluer le travail abattu, mais aussi pour galvaniser leurs brillants travailleurs. Je souhaitais d'abord féliciter tous les travailleurs de E-Media, féliciter tous les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs de emedia.sn, rendre hommage au personnel, du plus petit au plus grand, du bas de l'échelle jusqu'au plus grand, la plus grande échelle. Parce que c'est une chaîne, le travail de tout un chacun est très très important dans ce que nous faisons. Si en moins d'1 an ou de 1 an après, le groupe E-Media bouscule la hiérarchie, c'est grâce à la détermination et au courage des travailleurs. Et ce n'est pas facile. Il faut penser à l'avenir. Penser à l'avenir consiste à renforcer ce que nous sommes en train de faire. Penser à l'avenir, c'est encore améliorer le contenu, parce que c'est extrêmement important. En améliorant le contenu, c'est comme ça qu'on pourra être leader dans le paysage radiophonique, pour ne pas dire paysage médiatique sénégalais. Les employés se réjouissent de la démarche. C'est une rencontre extrêmement importante parce que ça nous permet un peu de renforcer les liens entre les différentes équipes qui travaillent pour le groupe E-Media Invest, que ce soit e-radio, e-TV ou e-Media. Et le directeur général vient de parler de 150 personnes. D'habitude, les gens ou plus, les gens ne travaillent pas avec des horaires qui sont différentes, le soir, l'équipe matin, etc. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité de déjeuner ensemble, de partager ensemble et également une occasion pour que ce soit les techniciens, les réalisateurs, les jeunes hommes ou femmes, de parler sur les difficultés qui existent, mais également sur les perspectives. 2019 s'en va, 2020 s'installe. Avec de nouvelles perspectives pour le groupe E-Media Invest, il y a vraiment de quoi dire. Bonne et heureuse année 2020. L'invité du lundi, aujourd'hui, nous recevons Maître Aboubakri Barrow, avocat à la Cour. Nous abordons avec lui ce soir la loi sur la criminalisation du vol et de la pédophilie. Voté à l'Assemblée nationale ce soir. Maître, bonsoir. Bonsoir, M. Khalifa Diakhaté. D'abord, pour mieux comprendre la problématique, partir de l'existant, quelles sont les dispositions actuelles autour de ces deux questions, du viol et de la pédophilie? Déjà, le code pénal actuel voté sous la bannière de la loi de 1965 prévoyait déjà le délit de viol en son article 320, qui définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise et qualifié comme étant un viol. Alors, parallèlement à ce délit, il y a le délit de pédophilie, d'acte contre nature. Voilà, grosso modo. Pédophilie contre nature. Oui, oui.
Acte contre nature, s'il s'agit de deux personnes de même sexe. Pédophilie, s'il s'agit d'une personne âgée qui se met à toucher une personne de moins de 13 ans, à savoir un mineur. Bien sûr, quel que soit le sexe. Quel que soit le Évidemment. sexe, voilà. Alors, à l'heure actuelle, du coup, quels sont les contours de cette nouvelle loi qui devrait criminaliser ou qui criminalise le viol et la pédophilie? La nouvelle loi tend à, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, criminaliser le viol, qui désormais ne sera plus un délit, mais sera analysé, étant pris comme un crime. Oui. À partir de ce moment, la peine sera lourde. À partir de ce moment, un juge d'instruction va être commis pour instruire à charge, à décharge et renvoyer l'affaire par devant la chambre criminelle. À partir de ce moment, des peines peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Mais il faut que les gens sachent qu'il faut des circonstances aggravantes. Il y a crime que lorsque le viol est commis sur une mineure de moins de 13 ans, ou bien sur une personne vulnérable, une femme enceinte, ou bien une handicapée mentale ou physique. À partir de ce moment, forcément, le viol est puni de la perpétuité. Très bien. Là, on passe donc de délit à crime. Il serait quand même important de savoir, de pouvoir les différencier. Qu'est-ce qui différencie le délit du crime? Alors, pour le délit, la prescription est de 3 ans. En cas de crime, la prescription est de 10-20 ans. Mais en plus clair, qu'est-ce qui caractérise un délit et à l'inverse, qu'est-ce qui caractérise un crime? Voilà, c'est peut-être la gravité de la sanction. En matière criminelle, c'est des sanctions qui peuvent aller de 5 jusqu'à la perpétuité. Alors, en matière de délit, on ne peut pas aller au-delà de 10 ans. Oui. Rappelez-vous qu'en France, cette loi existait déjà depuis 1820. C'est en 1980 que le viol a été criminalisé. Au Canada, on parle d'agression sexuelle. Mais en matière de viol, s'il est un délit comme où on était auparavant, c'est le juge du flagrant délit qui connaît de l'affaire ou bien le juge du tribunal correctionnel. Donc les juridictions changent d'appellation. On est passé du juge des flagrants délits, du juge du tribunal correctionnel, en accident cette fois-ci, au juge de la chambre criminelle, qui statue en toute souveraineté. Oui. À la seule différence que cette fois-ci, il n'y a pas de jurés. Les jurés ont été supprimés depuis la loi de 2014. Qui a mis fin aux assises. C'est ça, voilà. Très bien. Donc, au même titre que, si vous me permettez, M. Diakhaté, au même titre que la répression d'un autre délit qui a été muté en crime, à savoir le vol de bétail, ainsi que le trafic de drogue, la fameuse loi Latif Gueye de 2007, ainsi que la loi de 2014 qui criminalise les délits de vol de bétail qui est désormais un crime. Ça m'amène à vous demander justement si la criminalisation du viol et de la pédophilie est vraiment la solution, sachant que dans ces domaines précis que vous venez de citer, ça n'a pas forcément reculé. Pas forcément. Il ne faut pas aussi que l'État se laisse emporter par cette vague de victimisation de ces sociétés civiles, de ces défenseurs des droits des femmes. Je comprends parfaitement, les femmes, c'est des personnes vulnérables. Oui. Ce sont nos épouses, nos filles, nos mères, il faut bel et bien les défendre. Mais savez-vous que le droit sénégalais a des réalités. Avocats que nous sommes, juges, magistrats, procureurs, gardes pénitentiaires, gendarmes et policiers savent parfaitement que les contours de cette loi ont tendance aujourd'hui à ne pas prendre en considération certaines réalités. Et c'est important. Il faut, lorsqu'on vote ce genre de loi, convoquer, j'allais dire, recueillir l'avis des experts en tant qu'avocats, magistrats. Je ne dis pas que cela n'a pas été fait, mais on ne peut pas laisser à l'Assemblée, à elle seulement, de voir, de statuer et de voter cette loi. Au moment où je vous parle, j'ai entendu qu'un député de la majorité se serait retiré pour demander la suspension de cette loi. Pourquoi? Parce que cette loi aurait proposé de réprimer l'acte contre nature de 5 ans. Donc on y a inséré le délit d'homosexualité. Oui. Voyez-vous? Donc on a profité de cette loi pour insérer d'autres qualifications pénales et d'autres sanctions pénales contre certains délits qui aujourd'hui peuvent être analysés comme étant des crimes. Et qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Voilà donc les insuffisances de cette loi. Alors quand vous parlez d'éléments non pris en compte, vous pensez à quoi précisément par exemple?
Alors, il y a certains aspects. Vous savez, récemment, mon excellent confrère Maître Hassim Touré, lors d'une de vos pertinentes et suivies émissions, parlait d'excuses de provocation. La castration est là, la castration chimique. On pouvait faire recours à ce genre de castration chimique. Pourquoi pas? Vous prenez la castration chimique pour les auteurs de viol? C'est une mesure qu'on pourrait proposer. Vous savez que le fait de dire que cette loi pourrait faire dissuader, la loi ne fonctionne pas comme ça. Elle s'applique au cas au cas. Il ne suffit pas que la loi permet de dissuader la commission d'un crime, que cette loi doit être mise en œuvre et votée et prête à être appliquée à certaines personnes. Il y a d'autres moyens, il faut aussi un suivi. Il faut un suivi, il faut vulgariser cette loi. Oui. Ces femmes qui sont au fin des villages ne savent pas parfaitement les contours de cette loi. Il y a un manque d'information, un manque de vulgarisation qui se pose. Ce n'est pas évident, comme l'État le pense. Il ne suffit pas de faire voter une loi pour faire plaisir à une couche sociale ou à des femmes qui auraient fait une manifestation. Je vous rappelle que récemment, à l'occasion du meurtre de la pauvre Bint Kamara, 300 femmes se sont élevées contre les viols. Les viols, et effectivement, elles ont raison parce que le monsieur qui a eu à ôter sa vie avait tenté de la violer. Et il lui a opposé une forte résistance. À partir de ce moment, le monsieur est pensé à son viol. De toute façon, à partir de ce moment, le viol est jugé en tant que crime. Mais même au moment avant, bien auparavant, en 1965, je rappelle que le viol suivi d'actes de torture est qualifié comme étant un crime. Celui qui procède à un viol après avoir torturé une femme jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien, il est forcément jugé par devant une cour d'assises et présentement par devant la chambre criminelle. Absolument. Alors, d'autres éléments qu'il faudrait peut-être prendre en compte, c'est justement l'état psychologique parfois des auteurs de viol. Justement, très, très bonne remarque, d'autant plus que vous savez que la personnalité d'un délinquant est complexe. Lombrosio a expliqué les causes de la commission de certaines infractions. Et du passage à la... Justement. Mais on n'a pas ces psychologues qu'il faut. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique, au Sénégal. Nous n'avons pas tous les moyens nécessaires. On n'a pas ce sens élevé des relations humaines, de la psychologie. Je ne dirais pas que ce n'est pas de notre ressort, mais ce n'est pas récurrent chez nous. On n'a même pas les moyens, on n'a pas ce temps-là. Il faut que cette loi... On ne se donne pas les moyens. On ne se donne pas les moyens. Ouais. Et on pouvait justement se donner les moyens. Mais on ne se donne pas les moyens. Peut-être on préfère mettre les moyens dans d'autres secteurs qui, à la fin, ne rapportent pas, ne sont pas productifs. Très bien. Alors on parle de viol aujourd'hui et de pédophilie, mais la pédophilie, on a tendance à la reléguer un peu au second plan. Alors, quelle est aujourd'hui l'ampleur de la pédophilie, l'ampleur du phénomène de la pédophilie chez nous au Sénégal? Oui, vous savez, les actes de pédophilie sont récurrents aujourd'hui. Je parle sur la base de mon expérience d'avocat. Il est arrivé souvent de plaider des cas de pédophilie. Dans les cas, souvent, je plaide pour la partie civile, c'est-à-dire la partie qui poursuit ou celle qui se défend. Donc, c'est des faits très récurrents. Parce que qui dit pédophilie parle d'attouchement sexuel sur une mineure de moins de 13 ans. Et la loi prévoyait la peine de 5 ans. Fort heureusement, aujourd'hui, la pédophilie, c'est pratiquement comme le viol, parce qu'elle est criminalisée si l'acte est commis sur une mineure de moins de 13 ans. Et pour les autres délits, on parle souvent d'agression sexuelle, comme le fait la France. Parce que vous savez, la preuve du viol, l'administration de la preuve du viol est très complexe. C'est pourquoi en France, les législateurs et les juges, de par sa jurisprudence et la doctrine, ont passé au délit d'agression sexuelle. Parce qu'il est souvent difficile de prouver le viol. Il n'y a pas de témoin et souvent il y a un problème quant à la fiabilité des certificats médicaux délivrés par les médecins. Très bien. Alors pour terminer, vous avez sans doute relevé quelques limites ou quelques incohérences dans cette nouvelle loi. Est-ce que vous pouvez nous en énumérer quelques-unes avant de terminer? Alors, d'abord c'est un problème d'applicabilité qui va aujourd'hui se poser. Il est certain, lorsque une personne est appréhendée aujourd'hui pour des faits de viol commis sur une personne de moins de 13 ans, l'affaire sera renvoyée par devant un juge d'instruction. Vous savez qu'au Sénégal, nous n'avons pas de juge de la détention et de la liberté. En France, on l'a, fort heureusement pour eux. Un juge de la liberté et de la détention a le pouvoir de passer outre la décision du procureur de la République et du juge d'instruction et de prononcer la mise en liberté d'une personne à l'endroit de laquelle ne sont réunis aucun indice, aucune preuve.
Ce n'est pas le cas au Sénégal. Le procureur a tous les pouvoirs. Les juges d'instruction, pareil. Voyez-vous, donc il y a des insuffisances par rapport à cette loi. Il ne suffit pas peut-être que d'imiter quelque part, je ne dirais pas qu'on a imité, mais au moment où cette loi est ficelée, je pense qu'on est en passe d'imiter ce qui se fait en France. Parce que la France a criminalisé le viol. Je le rappelle tout à l'heure. Je l'ai rappelé en 1980. Avant, c'était un délit. Au Canada, c'est des crimes d'agression sexuelle. Très bien. Merci beaucoup, Maître Aboubakry Baro, d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, Ndeye Mariam Gaye dans IR. Et puis juste après, Pablo Picasso nous inspire avec le professeur El Hadji Songué Diouf. Et à 20h30, vous retrouvez Soda Diakhoumpa Keno Askanui, 21h Veto. Et puis votre rendez-vous, arène sénégalaise avec Ngagne Diagne et Malik Tchandoum, c'est à 21h30. Bonne soirée sur ITV.